Alors, cela fait quelques mois depuis que l'adorablement bizarre YouTuber Zach Friedman a sorti son système d'organisation Gridfinity, et je ne sais pas pour vous, mais comme vous pouvez le voir en regardant autour de vous, j'ai travaillé dur pour Gridfinity fier toute ma vie. Et dans cette vidéo, je veux partager avec vous quelques-uns des conseils, astuces et mots de sagesse que j'ai trouvés après des centaines d'heures et des kilos de filaments consacrés à ce grand projet. Conseil numéro 0, la magie de l'open source, de la communauté, de la variété et de l'innovation. Et je vais maintenant vous donner les vrais conseils et astuces. Mais d'abord, je tiens à souligner que Gridfinity n'est pas seulement une norme pour créer des organisateurs. C'est une norme open source et une qui a déjà une communauté en développement autour d'elle. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas au courant, il y a quelques mois, Zach Friedman a sorti le système Gridfinity en open source, un mouvement assez audacieux considérant qu'il construisait effectivement sur le système fermé et payant d'Alexander Chappell et le transformait en un système open source que n'importe qui peut utiliser et développer gratuitement. Bravo à toi, Zach! J'adore le travail d'Alexander et je suis un grand fan de ses vidéos, mais quelques heures seulement après que Zach ait publié ses propres fichiers en open source, cela est devenu une étude de cas sur les avantages de l'open source pour votre projet. Alors que la communauté d'Alex a dû attendre patiemment qu'Alex publie même de nouvelles tailles de boîtes, ou souffrir pendant des mois ou des années des décisions de conception qu'Alex a prises pour son propre atelier, comme des dimensions non carrées en quelques heures, une communauté populaire entière s'est formée autour de Gridfinity, y compris une communauté Discord, une riche bibliothèque sur Tanks, un subreddit et bien plus encore. Zach lui-même a même fait une vidéo de suivi présentant certaines des meilleures conceptions créées par la communauté, y compris beaucoup qui ont largement amélioré même sa propre imagination incroyablement créative et parfois effrayante. En bref, en seulement quelques heures, cette version open source de l'idée d'Alex a largement dépassé plus de 2 ans d'innovation propre à Alex, et nous ne faisons que commencer. Cela ne constitue nullement une accusation contre Alex. Franchement, il est plus homme, ingénieur, créateur et vidéographe que je ne le serai jamais. C'est juste un fait simple, 1000 cerveaux sont mieux qu'un seul cerveau. Peu importe à quel point ce cerveau peut être charmantement suisse. Donc, sur cette note, le conseil 0, si vous me le permettez, est de vous assurer que vous rejoignez la communauté sur Reddit et Discord, car il y a beaucoup de gens là-bas qui peuvent vous aider avec vos propres designs, et je suis sûr que vous avez beaucoup à contribuer. Actuellement, certains d'entre nous planifient un répertoire plus organisé pour trouver des pièces Gridfinity sur le nouveau gridfinity.xyz dirigé par la communauté, mais il y a beaucoup d'autres façons d'aider, ce qui me mène au conseil 1. Générez vos propres bacs vides. D'accord, fini les préliminaires de quasi-conseil, passons à l'action. L'une des choses vraiment cool à propos de Gridfinity étant si open source, c'est que nous n'avons pas à attendre Alex, Zach ou qui que ce soit d'autre pour créer de nouveaux designs si nous en avons besoin. En fait, nous n'avons même pas à les concevoir nous-mêmes car, croyez-le ou non, il existe déjà plusieurs ressources et fichiers différents disponibles pour vous permettre de générer vos propres bacs vides, même si vous n'avez aucune compétence en design discernable. Bien sûr, même dans sa vidéo originale, Zach a souligné que ces designs sont entièrement paramétriques, ce qui signifie que vous pouvez les modifier directement dans Fusion 360, que vous pouvez télécharger gratuitement si vous êtes un créateur, et oui, c'est vrai. Cependant, j'ai trouvé que la version Fusion 360 manquait de certaines capacités, comme la possibilité de supprimer l'étiquette sans savoir comment naviguer dans les fonctions d'édition de F360. Et je ne suis pas un vrai créateur, donc je n'ai pas de compétences Fusion. Heureusement, un utilisateur nommé simplement Jamie sur Printables est allé de l'avant et a converti Gridfinity en une bibliothèque OpenSCAD, vous permettant de générer des bacs, des plaques de base et bien plus encore directement dans le logiciel OpenSCAD. Pour ceux d'entre nous qui ne sont pas super à l'aise avec Fusion 360 ou qui sont simplement paresseux, moi aussi, c'est génial parce que cela signifie que vous avez juste besoin de modifier quelques paramètres et vous êtes capable de générer n'importe quel type de boîte ou de plaque de base que votre petit cœur désire, du moins pour les basiques. Initialement, j'ai eu quelques problèmes avec les couches supérieures, mais Jamie a été vraiment rapide et réactif pour améliorer les fichiers et les mettre à jour sur GitHub et sur Printables. Donc, si vous ne voyez pas les tailles que vous voulez,
allez voir cette ressource incroyable. Conseil 2. Créez vos propres bacs personnalisés. D'accord, c'est cool, mais que faire si vous ne voulez pas simplement un autre bac vide? Je veux dire, après tout, la magie de Gridfinity réside dans l'idée qu'il ne s'agit pas simplement de stocker plus de choses. Il s'agit de présenter vos affaires de la manière la plus efficace possible afin que vous puissiez réaliser plus de projets. Et bien sûr, alors qu'il y a des tonnes de designs qui sont téléchargés chaque jour pour un nombre croissant d'outils, de bâtons de colle, de gadgets et de bidules, vous êtes presque certain d'avoir des outils que personne d'autre dans l'écosystème Gridfinity n'a. Heureusement, JDeggs chez Printables a ce qu'il vous faut. JDeggs a pris les devants et a téléchargé une bibliothèque de boîtes Gridfinity remplie pour vos besoins de personnalisation. À quoi sert une boîte remplie, vous demandez? Excellente question. Vous voyez, avec une boîte remplie, tout ce que vous avez à faire pour personnaliser est de créer une découpe à la forme de ce que vous voulez. En effet, vous devez dessiner l'outil que vous voulez utiliser dans la boîte Gridfinity, puis utiliser un modificateur booléen dans Blender ou une fonctionnalité similaire dans un autre logiciel pour soustraire cette forme de la boîte remplie. Bon sang, vous pourriez même avoir de la chance et découvrir que quelqu'un d'autre a déjà créé un modèle de votre outil. Mais n'oubliez pas d'augmenter un peu les dimensions car vous ne voulez pas qu'il s'adapte exactement dans votre boîte Gridfinity. Au fait, si vous voulez voir un exemple de cette méthode en action, assurez-vous de consulter ce pratique porte-jauge que j'ai fabriqué à partir des fichiers de JDegg, car contrairement à la douzaine de bacs à jauge disponibles, il s'adapte dans un tiroir, mais positionne également la jauge sur son côté, occupant la moitié de l'espace qu'elle occuperait si elle était à plat. Il place également la jauge à un angle doux, ce qui la rend plus pratique à sortir. Et non, je n'ai pas simplement fondu un trou au fond du mien avec un briquet parce que mon prototype ne correspondait pas et je ne voulais pas gaspiller plus de filaments. Astuce 3. Diamètre de la buse. À l'origine, Zach recommandait d'utiliser une buse de 0,6 ou plus petite, probablement parce que c'est ce que font tous les enfants cool et branchés, après que Thomas Sandlandanderer ait effectivement annulé les buses de 0,4 mm il y a quelques semaines. Cependant, beaucoup dans la communauté, moi y compris, avons en réalité obtenu de très bons résultats en utilisant des buses allant jusqu'à 0,8 mm tant que nous utilisons la nouvelle fonctionnalité de génération de périmètre, Arachne de Cura ou Prusa Slicer Alpha 2,5. Maintenant, au cas où vous ne le sauriez pas, Arachne fait un bien meilleur travail pour gérer les périmètres minces en adaptant l'extrusion en cours d'impression, ce qui est idéal pour les impressions à parois minces comme les bacs de Gridfinity. Et bien sûr, une buse plus grande signifie que vous pouvez imprimer plus de conteneurs Gridfinity plus rapidement, surtout si vous imprimez à des hauteurs de couche de 0,4 mm, comme je l'ai fait. Maintenant, bien qu'il soit possible d'imprimer avec une buse plus grande et une hauteur de couche plus élevée, je tiens à vous avertir de quelques points importants. Premièrement, parce que les bacs Gridfinity ont beaucoup de grandes surfaces plates, surtout à mesure qu'ils deviennent de plus en plus grands, vous devez être particulièrement attentif à votre remplissage et à vos couches. Au départ, je pensais que j'irais aussi bas que possible avec le remplissage puisque les pièces n'ont pas besoin de tant de résistance, mais c'était une grosse erreur, plate et mal formée. Ce qui s'est finalement passé, c'est que ma première couche de remplissage se déformait et faisait toutes sortes de choses étranges, se recourbant vers le haut et se coinçant sur la tête d'impression, ce qui a conduit, dans le meilleur des cas, à des finitions de surface épouvantables et, dans le pire des cas, à des sauts d'étapes massifs qui ont fait échouer des impressions entières. La solution à ce problème a en fait simplement consisté à augmenter le remplissage à 15% afin d'aider cette première couche supérieure à être déposée en douceur, ce qui me conduit à ma deuxième astuce dans une astuce. Ne vous concentrez pas sur les chiffres ici. Pour le premier, honnêtement, pour 70% des boîtes que j'ai imprimées, j'utilisais beaucoup trop de couches pour le haut et le bas. Je pense que c'est parce que je suis tellement habitué à imprimer avec des hauteurs de couche de 0,2 mm que je n'ai pas vraiment réfléchi en voyant les paramètres de couches 3 et 4 pour chacun de ces éléments. Mais ensuite, j'ai retiré les boîtes des imprimantes, et elles avaient du poids, un poids sérieux. Oh, et j'ai commencé à manquer de bobines de filaments. C'est seulement alors que j'ai fait le calcul et réalisé qu'entre 4 couches inférieures et 4 couches supérieures, j'imprimais essentiellement avec 3,2 mm de plastique solide pour la partie des boîtes qui n'a pas besoin de résistance du tout.
Donc, lorsque vous augmentez le remplissage à 15%, je recommande de réduire les couches supérieures et inférieures à 2, 3 maximum. Votre portefeuille me remerciera. Conseil numéro 4. Certains aiment ça chaud. Gridfinity en fait partie. Personnellement, je suis de ceux qui ne l'impriment pas plus chaud que nécessaire et je me retrouve généralement à imprimer du plat à 190 degrés pour éviter qu'il ne file. Cependant, il y a de solides arguments pour imprimer ces bacs beaucoup plus chauds que vous n'y êtes habitué. D'abord, il y a le problème de l'utilisation d'une buse plus grande, ce qui signifie plus de filaments qui passent en moins de temps, ce qui signifie que vous voudrez plus de chaleur pour vous assurer que vous faites fondre complètement le filament. J'ai trouvé le plus de succès au sommet de la gamme, 220 degrés, et j'ai perdu quelques centaines de grammes de filaments à des températures plus basses. De plus, il y a l'adhésion des couches, dont je parlerai davantage dans une seconde, mais pour l'instant, je vais faire ce que tous les pseudo-scientifiques paresseux font et vous renvoyer à quelqu'un d'autre qui fait réellement l'effort de faire ses propres recherches. Stéphane de chez Commande Numérique par Calculateur Kitchen a réalisé de superbes et impressionnantes expériences pour déterminer les meilleures températures d'adhésion des couches pour le PLA et il a découvert qu'au-delà d'une certaine température, des températures plus élevées dans la gamme de 215 degrés plus conduisent à une meilleure adhésion des couches. Mais qu'en est-il du filage, demandez-vous? Tout d'abord, les bacs Gridfinity ne sont pas si complexes et un peu de filage est bien mieux que des bacs qui se désagrègent. De plus, vous pouvez généralement vous débarrasser de ce filage avec un sèche-cheveux ou simplement l'ignorer car il n'interférera pas avec l'utilisabilité des bacs, contrairement à la séparation des couches. Astuce 5. Filament. Je ne sais pas pour vous, mais chaque fois que je vois un gros projet comme Gridfinity où la qualité d'impression n'est pas si importante, je me dis immédiatement « Oui, une chance d'utiliser enfin tout ce filament de mauvaise qualité que je n'utiliserai jamais pour un client payant. » Doucement, Sally. Bien que Gridfinity ne soit pas si exigeant pour votre imprimante, il y a quelques points qui sont préoccupants et qui m'ont finalement conduit à gaspiller bien plus d'1 kilo de filament en essayant d'imprimer et de réimprimer des bacs. Tout d'abord, il y a le problème que j'ai mentionné il y a un instant, l'adhésion des couches. Certaines parties de nos bacs n'auront qu'une seule couche lorsqu'imprimées avec une buse de 0,8 mm. Il est donc crucial d'utiliser un filament sans problème d'adhésion entre les couches. J'avais 2 filaments différents que je savais problématiques et en retirant les bacs de la plaque de construction, les couches se sont séparées plus rapidement qu'un couple de célébrités. Pour certains filaments, augmenter la chaleur ou baisser la vitesse du ventilateur peut résoudre ce problème. Mais pour d'autres, cela ne fonctionnera pas et il faudra réserver ce filament pour une impression où l'adhésion des couches est moins cruciale. Vous ne voulez certainement pas que ces couches se séparent lorsque vous soulevez un bac rempli d'une centaine de petites vis sur un beau tapis épais. Ensuite, il y a l'adhésion au lit d'impression. Comme l'a mentionné Zach, les plus grandes boîtes peuvent se déformer et cela peut conduire à ce que vos bacs ne s'insèrent pas bien dans les grilles ou que vos grilles ne s'insèrent pas bien du tout. La plupart de ces problèmes peuvent être résolus avec les solutions classiques pour le PLA, comme la colle, la réduction de la vitesse du ventilateur et une enceinte. Je recommande fortement de régler ces paramètres avant d'imprimer de grands bacs, car contrairement à la plupart des impressions en PLA, l'utilisation d'une bordure n'est pas pratique pour un bac Gridfinity et la retirer serait un cauchemar. De plus, j'avais aussi quelques bobines de filaments qui, quoi qu'il arrive, quelle que soit la température, insistaient pour se boucher avec toutes les rétractions nécessaires pour imprimer les plaques de base, ce qui a entraîné beaucoup de gaspillage de filaments et beaucoup de frustration alors que j'attendais d'avoir assez de plaques de base pour commencer à organiser tout mon bazar. En somme, bien que Gridfinity semble être un bon moyen d'utiliser du filament de mauvaise qualité, j'ai réalisé qu'il vaut mieux simplement s'engager à acheter plus de bon matériel. Je veux dire, tout le système d'organisation Gridfinity est gratuit et open source, alors que représente 20 ou 50 $ en filament. Note de côté, j'ai eu le plus de chance avec le PLA Overture vraiment abordable que vous pouvez trouver sur Amazon, pas leur version pro, mais juste la régulière ou même le PLA Eco que vous pouvez obtenir pour 17,99 en ce moment, et j'apprécierais si vous utilisez mon lien de parrainage dans la description pour aider à soutenir la chaîne. Astuce 6, paralysie par l'analyse. Dans sa vidéo, Zach plaisante en disant qu'il a un trouble déficit de l'attention avec hyperactivité 4K 120 images par seconde. Comme beaucoup d'entre vous, j'ai un trouble obsessionnel compulsif 8K 1 Gbps. Donc le conseil de Zach, ne vous inquiétez pas de la paralysie par l'analyse, imprimez-le à nouveau si vous changez d'avis, n'a pas vraiment apaisé mon cerveau, trouble obsessionnel compulsif.
J'ai réfléchi à différentes manières de coder en couleur mes bacs et j'ai même tenté de planifier un Roigi, Beeve ambiance arc-en-ciel, seulement pour réaliser que la modularité de ce système rendait inévitable qu'il finirait par ressembler au vomi de mon tout petit après Halloween. J'ai donc choisi un schéma de couleurs thématique avec une couleur spécifique pour chaque type d'outil dans mon système Gridfinity. Vous voyez, une partie de la beauté de Gridfinity est que les bacs sont modulaires et peuvent être retirés, déplacés et réorganisés, donc il n'y a aucune garantie que vous voudrez les remettre à la même place à chaque fois. Lorsque vous travaillez sur un projet de menuiserie, vous pourriez vouloir certains outils plus à portée de main. Ou, après une dispute avec votre partenaire, vous pourriez décider de mettre de côté les vrais outils masculins et de ranger les pinces au fond du tiroir pour éviter un divorce coûteux. Le point est que, si vous définissez des couleurs en fonction du type d'outil, vous éviterez non seulement de devenir fou à chaque fois que vous voyez des schémas de couleurs, mais vous pourrez également trouver des outils plus rapidement et plus facilement, car vous saurez quelle couleur vous devriez chercher, même si vos yeux sont remplis de vapeur d'acétone et de sueur de bois. Vous pourriez par exemple opter pour des outils de chauffage violet, des trucs bleus à pulvériser, des pointes vertes, des écrous jaunes, des boulons oranges, des choses rouges qui font du bruit pendant la journée. Je suis conscient que cette liste était toujours triée par couleur. Non, je ne suis pas désolé, oui, j'ai inventé des choses qui font du bruit pendant la journée. Et non, je ne vais pas expliquer la logique, parce que bien sûr, chaque configuration de Gridfinity est aussi unique, illogique et nerd que son propriétaire la rend unique. Personne d'autre n'a besoin de comprendre votre logique. Dites-leur simplement d'apprécier les jolies couleurs l'art est dans l'œil de celui qui regarde. Au fait, en parlant d'art ou de tentatives pour le créer, si vous appréciez cette vidéo et que vous voulez me voir essayer d'en faire plus, au lieu d'abandonner comme 99,9% des nouvelles chaînes YouTube, la meilleure façon de le faire est de s'abonner et de laisser un commentaire ci-dessous sur un autre sujet que vous aimeriez voir. Honnêtement, je ne manque pas d'idées pour créer plus de vidéos. La seule chose qui m'arrête, c'est que je doute que quelqu'un d'autre là-bas veuille les voir. Alors faites-moi savoir que je ne suis pas complètement fou en vous abonnant. Conseil numéro 7. La taille n'est pas tout. Personnellement, j'étais initialement motivé pour imprimer une plaque de base aussi grande que possible sur mon CR10, puis imprimer les plus petites pour s'adapter aux recoins restants. Mais finalement, j'aurais préféré choisir quelque chose de plus petit pour deux raisons. J'ai eu de sérieux problèmes avec les buses qui se bouchent sur certains filaments, comme mentionné précédemment. Les plus grandes plaques de base étaient des 7 par 7 ou quelque chose comme ça, et je gaspillerais 2 ou 3 heures et quelques dizaines de grammes de filaments avant qu'ils ne se bouchent. Bien sûr, j'ai utilisé le superbe tutoriel de Stéphane pour continuer les impressions ratées afin d'en corriger quelques-unes, mais j'ai échoué à corriger certains de mes échecs. Il y a ensuite les choses agaçantes comme le gauchissement pendant l'impression, la casse lorsque vous les retirez du lit ou la colle chaude qui sèche avant que vous ne réalisiez qu'un coin est décalé d'1 millimètre, ce qui signifie qu'aucun des bacs ne s'adaptera correctement sur cette plaque de base entière. Astuce bonus! Assurez-vous de coller les grilles parfaitement carrées, car une colle qui sèche plus lentement et de la patience sont supérieures à une colle rapide et à une impatience de type millénaire. Finalement, lorsque j'ai commencé à imprimer ces plus petits, j'ai réalisé à quel point les plaques de Gridfinity s'associent bien les unes aux autres, et les bords sont conçus pour être la moitié de la largeur des divisions internes. Génie! Et considérant que les plus petits impriment mieux, posent moins de problèmes s'ils échouent, sont moins gênants si vous les collez légèrement de travers, en rétrospective, je souhaite que j'aurais simplement divisé mon tiroir massif en beaucoup de plus petits plutôt que d'essayer de maximiser mon lit d'impression. Ce qui est une bonne transition vers astuce numéro 8. Imprimez une pièce à la fois jusqu'à ce que vous soyez certain. Comme vous l'avez probablement compris à partir de mes conseils ci-dessus, j'ai eu beaucoup, et je veux dire beaucoup, d'échecs d'impression pendant que je déterminais les réglages exacts pour imprimer ces bacs avec chacun de mes types de filaments. De plus, il y a toujours les échecs d'impression quotidiens ennuyeux qui se produisent naturellement dans l'impression 3D. Le filament se coince dans le routeur d'alimentation, le capteur de fin de filament tombe en panne, la buse se bouche, ou les dieux de l'impression 3D vous font un doigt d'honneur. Je voulais faire une prise au ralenti où je déverse dramatiquement mes tirages ratés, mais je ne voulais pas que ma femme me quitte, alors j'ai jeté la plupart des ratés avant qu'elle ne voie combien j'avais dépensé en filaments ce mois-ci. Je vous apprécie, mais je l'apprécie davantage.
Le point est que, dans mon enthousiasme à mettre en grille toute ma vie, je me suis mis à remplir tout mon lit d'impressions avec autant de bacs d'une certaine couleur que possible, pour me réveiller le matin avec 700 grammes de déchets inutiles. En rétrospect, j'aurais vraiment aimé n'imprimer que quelques pièces à la fois, en prenant mon temps pour bien faire les choses, jusqu'à ce que tout soit parfaitement réglé. Certes, cela ne m'aurait fait gagner que 20 ou 30 dollars, mais pourquoi attendre 1 ou 2 jours de plus? Surtout que j'ai l'impression que mon installation Gridfinity ne sera jamais totalement terminée et que je vais imprimer des améliorations et des modifications au moins pour les prochains mois. Voilà donc mes 8 conseils environ pour améliorer votre succès avec Gridfinity. J'aimerais savoir dans les commentaires ci-dessous, ai-je oublié quelque chose? Je vous rappelle que si vous voulez que je fasse plus de vidéos comme celle-ci, abonnez-vous et laissez un commentaire pour m'encourager à continuer. Merci d'avoir regardé et bonne impression 3D!